Et taquet. Salut tout le monde. Alors, salut. Bonjour. En vrai, là, ça fait cinq fois d'affilée. Ça me fatigue de dire bonjour à Twitch et Spotify et YouTube et aux plateformes qui n'existent pas encore, mais qui existeront dans le futur. Et, parce que grande nouvelle, voilà, grande nouvelle, je le dis, parce que je l'ai vu juste avant de commencer, grâce aux interviews d'Arpi, Diane, Jade et Jonathan, qui ont eu lieu du coup hier, avant-hier, avant-avant-hier et le jour d'encore avant. Et ben ça y est, on a passé les étapes pour devenir affilié sur Twitch. Donc bientôt, quand j'aurai fait ce qu'il faut, vous pourrez vous abonner, vous pourrez me donner l'argent que je ne rendrai pas, bien évidemment. Voilà, on ne rend pas l'argent, c'est une blague connue, je suis vieux. Et maintenant que tout ça c'est dit, que j'ai dit bonjour à Eliobalo, à Rins qui vient toujours nous embêter en début de live avant de partir faire ses sessions de son côté pour dessiner le magnifique Caron sur sa chaîne. Moi, je fais de la pub pour les autres vu qu'il fait de la pub pour la mienne. On a des emojis cailloux et des emojis vaille dans le chat, c'est n'importe quoi. On va dire bonjour à Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour tout le monde. Voilà. Ravi d'être sur ce Twitch. Alors vous verrez, la caméra de Sacha est pas forcément la meilleure, mais Sacha, Mm. dans son intelligence incommensurable, a réussi à régler les problèmes de son en double sur les lives, parce qu'il est plus habitué que moi au Zoom, appel Teams, Discord et autres. Et donc, pas de problème de son aujourd'hui. S'il y en a, je tirerai les conséquences de cet échec en me retirant de la vie politique. Ceci était une référence beaucoup trop vieille pour nous. On va commencer tout de suite, Sacha. Est-ce que tu peux nous parler de toi, principalement ton parcours universitaire? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce que tu fais? Qu'est-ce qui, Mm. depuis le lycée, t'a amené vers la biologie et ou l'informatique, ou les deux en même temps? C'est à toi, on t'écoute. Et voilà, pour me présenter, Sacha, moi je viens du sud-ouest, pas très loin de Bordeaux, sur la côte, du bassin d'Arcachon. Et en fait, je pense que ce qui m'a donné un peu le goût des sciences, c'était les cours de lycée, les cours d'SVT, et notamment les cours de génétique. C'est vraiment un truc qui m'a marqué, qui m'a dit, ok, comment ça se fait que juste avec des gènes, des petits trucs qu'il y a dans les cellules, on arrive à faire n'importe quoi, n'importe quelle cellule vivante, quoi, et que c'est vraiment le modèle, le mode d'emploi pour pouvoir faire nos cellules, pour pouvoir faire la vie. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Bon, malheureusement, erreur de parcours, j'ai été dirigé vers une prépa en maths info et j'ai suivi un cursus informatique en ayant la chance de pouvoir faire à côté toujours des cours de biologie. Et donc voilà, donc après 3 ans de prépa, j'ai rejoint l'ENS et là-bas, dans cette école, j'ai pu faire un parcours en gros informatique fondamentale. Donc c'est vraiment toutes les choses très théoriques, l'application maths informatique pour comprendre comment les algorithmes fonctionnent, comment faire des choses efficaces. Et en parallèle, j'ai pu faire pas mal de cours de bio, de génétique. Et ça, c'était super sympa parce que j'ai rencontré en fait plein de profs qui étaient cool. J'ai pu avoir plein de connaissances et notamment, l'avantage de cette école de l'ENS à la fin, c'est que même si on n'est pas payé forcément durant la formation, à la fin, on peut avoir une bourse pour pouvoir faire une thèse. Et donc, ce qui fait que je me suis retrouvé à la fin de cette école avec la possibilité de choisir mes directeurs de thèse, mon sujet et d'avoir les financements. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé une thèse en bioinformatique, histoire de mélanger mon cursus et ce que j'aimais faire en informatique avec la biologie et la génétique plus particulièrement que j'aimais bien. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire une thèse avec des gens que je connaissais bien, avec qui j'ai déjà fait un stage, dans un labo que j'avais qui était plutôt cool, bien entouré, donc voilà, dans les meilleures conditions. Et donc voilà, c'est un peu la chance que j'ai pu avoir avec ce parcours. Voilà. C'est un parcours parmi tant d'autres, mais De toute voilà. façon, hein, tous les parcours sont différents. Ça, c'est quelque chose dont on peut se rendre compte rien que cette semaine. Alors, donc, tu as dit l'ENS, on parle bien de l'école normale supérieure. C'est ça, j'ai fait l'École normale supérieure de Lyon, Ok. parce que Alors, justement, ils avaient la particularité d'avoir des cours d'informatique et de bio. Et voilà. ok, voilà. Attention, je rappelle, hein, interdiction de donner des sigles sans préciser ce que ça veut dire derrière. Parce que Ok. ça, Ouais. c'est la règle, hein. Souvent, nous, on est habitués, on parle plus qu'en lettres de l'alphabet, puis après, les gens nous regardent avec des yeux gros comme des balles de tennis. Alors du coup, il y a donc cette erreur de parcours là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Tu as mal lu Non, justement un mais c'est sigle que, BCPST, c'est devenu autre chose en et fait, tu t'es trompé? c'est ça, c'est que j'étais dans un petit lycée de campagne. Et en fait, mes profs ne connaissaient juste pas le BCPST. Donc, BCPST, pour préciser, c'est la classe préparatoire pour faire de la biologie.
et ils connaissaient pas du tout ça. Eux, ils connaissaient juste la classique, la seule voie en fait maths physique, c'est comme ça que ça s'appelait. Et en fait, ben moi je les ai juste écoutés. Je suis parti de là-dedans dans le lycée le plus proche de chez moi, quoi, qui faisait ça. Et ça va. Je suis content de mon lycée. Ma prépa s'est super bien passée. J'ai rencontré des gens top, super. Et très clairement, ouais, je suis content d'avoir fait cette formation, d'avoir fait cette prépa. Et bah, notamment, en fait, que ce que je peux dire pour rassurer un peu les gens, si jamais vous faites pas forcément les études les plus directes, ou en tout cas, on va dire, les études les plus optimisées pour faire ce que vous voulez faire après, bah, c'est pas grave, vous avez toujours le temps de vous rattraper, de vous respécialiser par la suite. Il n'y a pas vraiment d'erreur en soi. C'est pas grave de prendre une année ou 2 années de plus. Euh, à la fin, on peut quand même arriver à faire ce que l'on souhaite. Et, euh, et donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à tester des choses et se dire ben, que finalement, ok, c'était peut-être pas fait pour moi, ou alors peut-être rattacher tu sais, des compétences que vous avez apprises pour pouvoir les réutiliser dans d'autres domaines. Et ça, en fait, finalement, ça marche plutôt pas mal, le fait de se connecter avec d'autres domaines. Il y a plein de questions qu'on se pose et voilà, qui nécessitent de pouvoir faire des ponts. Je pense que voilà, les Voilà. personnes qui ont pu douter, faire de nouvelles formations doivent voir ce que je veux parler. Un message important à faire passer, surtout que la preuve au final, alors regarde, Mm. tu t'es trompé sans vraiment te tromper parce que tes profs ne connaissaient pas et tu as quand même réussi à raccrocher et à faire une thèse en bioinformatique, ce qui du coup est tout à fait C'est classe. ça. Alors je précise pour les auditeurs qui seraient sensibles au miaulement de chat, aucun chat n'est maltraité au cours de ces lives. Vous entendez juste le chat de Sacha. Le chat de Sacha, c'est très embêtant à dire ça, Oui. qui s'appelle Ekat, comme la déesse de la magie, sauf que là c'est Ekat comme C'est ça. espace cat, genre hey, le chat. Voilà, voilà on raconte un peu la vie, mais comme ça Oui. vous savez pourquoi il y a un chat. C'est pas le mien. Voilà. Ouais, c'est un chat qui est très demandant. Voilà. Donc là je perturbe ses habitudes. Donc, oui, donc tu étais à l'ENS Lyon, voilà. Alors, qu'est-ce qui, en sortie de master, du coup, t'a poussé à faire la thèse? Est-ce que c'est vraiment parce que la possibilité était ouverte et du coup tu te dis, oh oui, pourquoi pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de ta part qui est plus ancienne que ça, de faire de la recherche et de comprendre le pourquoi du comment de l'univers dans lequel on se trouve? Mais en fait, ça s'est plus imposé entre guillemets à moi, dans le sens où j'avais la possibilité d'avoir une bourse de financement. Et donc, ben, ça déjà, ça enlève un point énorme de pas avoir besoin de pas faire des. Alors, il y a un concours interne, mais le concours interne est beaucoup plus facile que les concours en école doctorale ou aller faire répondre à des appels à projets, ce genre de choses. Ça peut être un peu plus stressant. Et surtout, ben, en fait, ça me permet d'avoir 3 ans entre guillemets de plus pour pouvoir me décider de quoi faire par la suite. Après, c'est vrai que j'avais bien aimé mes expériences de stage qui m'avaient permis de découvrir la recherche. Euh, Ça, c'est sûr, c'est un monde qui m'a pas mal plu. Mais surtout, en fait, ce que durant cette école, j'ai pu découvrir, c'était la médiation scientifique, la vulgarisation scientifique. Et bah, ça fait maintenant 5, 6 ans que je fais de manière assez régulière des activités de médiation scientifique. Et ça, c'est un truc en fait qui me tient beaucoup plus à cœur. Et d'un côté, je vois pas faire de la médiation scientifique sans faire de la recherche à côté, ou en tout cas sans avoir un bagage euh, de recherche à côté. Parce que voilà, pour comprendre ce que l'on voit, les informations qu'on nous donne, bah voilà, pour moi, j'ai besoin d'avoir un peu ce bagage-là, d'avoir un peu cette légitimité aussi. Il y a toujours un peu ce côté-là, à quel point on peut être légitime à parler de science. Et donc voilà, je me suis dit, bah ok, bah, je pouvais continuer à faire la médiation à côté de faire un doctorat, et c'est ce que je fais actuellement. C'est un peu tendu, mais ça se passe, quoi. Voilà, donc Sacha essaie de me piquer mon travail de médiateur scientifique, c'est ce qu'il est en train de me dire. Voilà. Alors du coup, ce master là, juste avant la thèse, parce que souvent, bah, il y a quand même ça avant la thèse. Comment est-ce que toi tu as vécu ton M2? Parce qu'il me semble que tu m'avais dit que tu avais pu faire un peu un M2 un peu fait sur mesure pour tes envies, tes besoins. Est-ce que tu peux nous Ben, c'est parler un peu de ça, ce ouais. master, ouais. Ben, ouais, ça c'est un peu l'avantage. Je sais pas trop comment ça fonctionne dans chacune des universités, mais l'avantage de notre master, c'est que vraiment, pour avoir 2 tiers de cours qui étaient, ben moi, des cours maths informatique, des choses très fondamentales, très théoriques, d'algorithmique, etc. Et en fait, j'avais 1 tiers de mes cours, donc qui consistait à faire ce que je voulais. Et c'est là, en fait, où j'ai pu faire beaucoup de cours en biologie. C'était pas non plus le truc les plus faciles, mais j'ai pu en fait faire de super rencontres, rencontrer des super profs. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a permis d'avoir les contacts, de faire ma thèse et de trouver un stage et de pouvoir continuer sur mon sujet de thèse actuellement.
Et donc voilà, c'est vraiment un peu, entre guillemets, la chance que j'ai pu avoir de pouvoir avoir une certaine liberté dans mon master. Je sais que ça peut se faire dans d'autres masters, mais c'est un peu plus compliqué. Les profs sont pas forcément d'accord, il y a des problèmes d'emploi du temps. Là, ça s'est passé nickel. Et ouais, donc ça, c'était plutôt sympa de pouvoir tester, voir d'autres choses de d'autres départements. Alors, est-ce que du coup, on t'a regardé un peu comme un extraterrestre à l'ENS? Parce que j'imagine que là-bas, on est habitué à voir des gens faire des maths et de la physique et de la chimie, peut-être un peu de maths et de chimie, de la physique et des sciences de l'ingénieur. Mais là, du coup, Mhm. on est sur biologie et informatique ou mathématiques. C'est pas forcément des domaines qu'on a tendance à associer ensemble. Est-ce que du coup là-bas, on t'a regardé un peu étrangement, on s'est dit qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Ou est-ce que au contraire, c'était quelque chose de très habituel là-bas, le fait que les étudiants choisissent des choses très différentes de ce qu'ils étudient principalement pour un peu justement Alors, avoir un grand horizon devant eux? effectivement, c'est vrai que des gens qui font de la bioinformatique, un mélange de biologie et d'informatique, c'est quand même assez rare. À chaque fois, on va dire, il y a une, deux personnes par promo, quoi. Mais de manière générale, on est quand même assez encouragé à aller voir dans les autres départements, à faire des échanges un peu bizarres. Et il y a des gens qui ont fait clairement pire, genre informatique allemand. Et on peut se dire où sont les liens entre les deux. Donc voilà, il peut y avoir des fois des ponts qui sont un peu plus compliqués. C'était pas non plus les plus exotiques, on va dire, euh, qu'il peut y avoir. Mais l'avantage, c'est qu'on a des petites promos à chaque fois. Donc c'est un peu plus facile de s'incruster dans d'autres cours. Voilà. Voilà. Les mecs qui font info allemand, ça c'est les gens qui ils kiffent la théorie des groupes et ils savent qu'en linguistique, la théorie des groupes c'est utilisé pour comprendre l'évolution des langues. C'est le seul lien que j'arrive à trouver comme ça d'instinct parce que sinon c'est vrai que c'est tout à fait Ah spécial. mais je crois qu'il y en a aucun C'est tout à fait des spécial. liens. J'ai jamais réussi à trouver. Ouais, Ouais. enfin voilà, il me semble que ouais, les groupes de Lie, c'est utilisé en linguistique pour expliquer l'évolution des langues les unes par rapport aux autres. Mais faudrait revérifier, j'ai pas vu de groupe de Lie depuis environ 5 ans, à peu près. Alors, du coup, en master, généralement, après peut-être qu'à l'ENS c'est différent, généralement on finit son master 2 sur un stage de 6 mois qui souvent se trouve être Ouais. en laboratoire quand on fait des sciences. Est-ce que toi, ton stage de master, du coup, est-ce qu'il t'a préparé à ton sujet de thèse? Est-ce que c'était un peu l'antichambre de ton sujet de thèse, comme ça arrive très régulièrement? Ou est-ce qu'au contraire, tu as eu un stage de M2 qui avait un sujet complètement différent et du coup, tu as fait un grand écart du M2 à la thèse? Voilà, en fait, c'est un peu une spécificité encore un peu de l'ENS, c'est qu'on a un stage de M2. Donc là, je l'ai fait dans mon labo et sur mon sujet. Et comme c'était un sujet assez ouvert, ben, forcément, quand on se dit à mélanger l'informatique et la biologie, c'est pas forcément intuitif comme ça. Donc c'était assez exploratoire. Et donc ça, j'ai pu prendre 5 mois pour faire ça. Mais après, en fait, j'ai eu une année carrément supplémentaire pour refaire 2 stages de 5 mois. Et là, je suis parti à l'étranger, aux États-Unis et au Japon, histoire de me voir de nouvelles choses, des choses complètement différentes, avant de revenir en France et de commencer vraiment ma thèse. Et donc voilà, c'était un peu histoire de préparer la future thèse en France, dans le même laboratoire que le premier stage. Et j'ai eu un peu la chance, voilà, d'explorer d'autres trucs, de me dire, OK, je faisais pas d'erreur de choix en testant des choses qui étaient un peu plus théoriques en informatique ou alors d'autres univers de laboratoire. Parce que ce qui se passe à l'étranger, ça se passe pas du tout la même chose en France. Euh, Normalement, plutôt, notamment aux États-Unis. États-Unis, je déconseille à tout le monde d'y aller euh, parce que c'est des tests qui durent plus de 5 ans, c'est des choses assez dures et t'es pas très bien reconnu. Quand tu fais ça, tu as beaucoup de charges de travail, tu dois encadrer des stagiaires, etc. Donc, c'est pas forcément les meilleurs endroits. Mais voilà. De Comment il ne faudrait pas aller aux États-Unis? Je ne comprends pas pourquoi. toute façon, maintenant, les chercheurs n'ont même plus le droit de rentrer sur le sol américain. Donc, Wrong. ouais. Fake news. Comprendra qui voudra. Mais effectivement, voilà. Donc tu as pu partir loin comme ça, c'est bien. Enfin, après, généralement, de toute façon, c'est un peu les destinations traditionnelles pour les étudiants européens, c'est les États-Unis ou le Japon. Enfin, États-Unis, Canada, quoi. Amérique du Nord ou Japon, c'est rare de tomber sur un étudiant européen qui est parti faire son master après en Égypte. À moins que ce soit un étudiant archéologue, évidemment, parce que il y a toujours une momie à trouver en Égypte. Mais d'accord, ok. Euh, du coup, tu as fait des choses différentes. Et
comment est-ce que du coup tu en es arrivé à ton sujet de thèse? Sans rentrer dans le détail de ce qu'est ton sujet de thèse, mais comment est-ce que du coup, est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as monté avec ton directeur, si tu as un ou plusieurs directeurs? Ou est-ce qu'on t'a dit, écoute, on a cette bourse de financement, on a ce sujet-là, et vu que tu aimes bien la bioinformatique, on s'est dit que c'était pour toi? Ben, du coup, pour mon sujet de thèse, ça a commencé en fait pendant que je faisais mes cours de bio en génétique. Et j'avais une prof que j'adorais, qui était vraiment super sympa. Je suis avec pas mal de ses cours. Et c'est elle qui m'a conseillé, mon directeur de thèse, quand je lui expliquais en fait ce que j'aimais. J'aimais la bio, l'algorithmique, etc., l'informatique. Et elle m'a dit, ben, va le voir, va le contacter. En fait, il travaille sur ce genre de choses et il est vachement sympa, etc. Et effectivement, il était très sympa. Il est toujours très sympa. Et le sujet de thèse, ben, j'ai pu faire le stage et après, ben, on a pu le construire ensemble, à choisir un peu, le délimiter de manière à ce que ça continue en thèse. Et donc, en fait, c'était assez balisé et on a pu se mettre d'accord, quoi. Il y a eu vraiment cette étape de réflexion. On a posé les choses sur un papier. Et voilà. Et après, j'ai eu les financements. Les financements, moi, j'ai eu sur les concours internes à l'ENS. Et c'est l'ENS qui m'a donné les sous pour aller faire ma thèse là-bas. Donc voilà, c'est un peu cette sécurité-là qui était plutôt sympathique d'éviter de passer par un concours d'école doctorale qui sont généralement assez difficiles, quoi. Ok. Alors, euh, tu as pu donc un peu quand même avoir un mot à dire sur ton sujet de thèse en général. Tu as dû passer quand même un concours, même si la bourse était déjà là, mais c'est important de le repréciser. Et ben du coup, je pense que on est arrivé à ce moment du live que tout le monde attend, ce moment de lecture pour moi, un moment de lecture longue Mm. sans respirer qui généralement dure 10 minutes parce que aucun titre de thèse n'arrive à être court. Je rêve d'un jour de quelqu'un, son titre de thèse c'est étude de machin et puis fin quoi, fin. Dans ton cas, c'est développement de modèles et d'algorithmes pour la gestion des répétitions dans l'assemblage de nouveaux transcriptomes. Tu me dis si je me trompe dans les prononciations. C'est bon, Euh, c'est bon. Sacha, qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia? Alors, ce charabia, effectivement, on n'utilise jamais tous ces termes comme ça quand on explique à des gens, mais ça, c'est pour tout le monde. Expliquer le titre du sujet de thèse directement, c'est incompréhensible. Euh, En gros, moi, la manière dont j'aime bien le présenter, c'est que ben, lorsque on a notre génome, c'est ce qui contient un peu tous nos gènes, ça contient tous les modes d'emploi pour pouvoir construire toutes les cellules, pour construire tous les vivants, tout le vivant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on essaie d'explorer ben, les séquences qu'il y a euh, dans notre génome et qu'on essaie d'en prendre un au hasard, en fait, on va quasiment tout le temps prendre des séquences parasites, des séquences qui sont complètement inutiles et qui, en fait, ne servent pas à coder, par exemple, la couleur des yeux, à utiliser à faire en sorte que tu sois grand, petit, etc. Elles ont aucune utilité dans le corps humain. C'est vraiment des vrais parasites. Et en fait, le problème, c'est que ces vrais parasites-là, ils ont réussi à se multiplier et se reproduire dans notre génome, et ce qui fait qu'ils sont tellement nombreux qui sont en fait actuellement 50 fois plus importants que nos propres gènes. Et donc, quand on essaie de regarder dans ce bazar, quand on essaie de regarder, bah, ok, qu'est-ce qui fait que, par exemple, quelqu'un a les yeux bleus, ou en réalité, ce que l'on cherche, c'est pourquoi est-ce qu'une personne a une maladie ou non? C'est des questions qu'on se pose plus en termes de recherche. Et quand on essaie d'analyser ce genre de données génétiques, bah, en fait, on se retrouve avec beaucoup de, entre guillemets, de bruit qui correspond à ces séquences un peu parasites. Et moi, là où est-ce que j'interviens? J'interviens pour essayer de filtrer, d'enlever un peu tout ce bruit, toutes ces séquences parasites pour qu'on retrouve en fait nos gènes et comprendre qu'est-ce qui est vraiment exprimé, qu'est-ce qui cause des maladies ou non. Et donc, ma thèse, ça va pas consister à piocher des séquences au hasard dans les cellules des gens, etc., mais plutôt à considérer toutes les séquences d'un coup, à toutes les traiter avec des algorithmes, des méthodes très mathématiques qui sont basées vraiment sur des propriétés qui s'appellent des graphes. Donc ça, je reviendrai peut-être plus tard, mais voilà, c'est des structures qui sont très mathématiques, très définies, on va dire, sur papier. On sort complètement du domaine de biologie, on essaie vraiment de faire une abstraction par rapport à ces données brutes. Et l'idée, c'est en fait de essayer de faire la différence entre les séquences qui sont entre guillemets parasites et nos gènes, et essayer de voir, ben, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas, essayer de retrouver de l'information, comment est-ce que ces séquences parasites interfèrent avec nos gènes, et qu'est-ce qui peut causer des cancers. Par exemple, j'étudie le cancer chez le chien,
Aussi, il y a pas mal la souris qu'on étudie, qu'on a bien étudié, parce qu'en laboratoire, on sait très bien l'étudier. Et l'idée, voilà, c'est essayer de faire des algorithmes, des méthodes que les biologistes pourront utiliser après par eux-mêmes, dans le but de pouvoir essayer de voir comment est-ce que ces séquences parasites interfèrent avec nos gènes ou les gènes du patient, et pour essayer de retrouver effectivement la raison les causes de ces maladies, et ainsi proposer en fait des traitements adaptés. Et donc voilà, donc je suis vraiment à la frontière entre biologie et informatique, j'aime bien préciser ça. C'est que j'utilise des choses, des données issues du monde de la biologie, que des chercheurs en biologie ont fait des expériences pour récupérer ces données-là. Et moi, je propose des méthodes pour voilà, répondre à des questions et leur faciliter la tâche sans avoir à la main essayer de tout résoudre manuellement. Parce que voilà, c'est des millions de données qui y a à traiter. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une approche, on va dire, un peu mathématique, un peu cartésienne pour faire tout ça. Ok, donc en fait, tu es dans la conception d'outils pour biologistes. Si il faut résumer. C'est ça. Ok. Alors du coup, Ouais. juste quand même, qu'est-ce qu'un novotranscriptome? Alors, donc, normalement, dans le sujet, ça va être l'assemblage de novo de transcriptomes. Mhm. De novo, ça veut dire, en fait, c'est un terme latin, emprunté du latin, et en fait, c'est l'idée de se dire ben, que la seule information qu'on utilise, c'est les données brutes. On ne va pas utiliser d'autres informations, d'autres études qui a pu exister par avant. Par exemple, si on prend le cas pour l'homme, ben, l'homme, ça tombe super bien, on sait super bien séquencer le génome de l'homme. On peut avoir le génome de l'être humain. C'est des choses où il y a tellement d'études qu'on le connaît presque ben, super bien, on le connaît très précisément. Même, il y a eu même des études qui portent sur des variations entre les différentes populations. Donc, entre une personne qui habite aux États-Unis, une personne qui habite en Australie ou en Afrique, ben, on n'a pas les mêmes gènes du tout. Et même ça, ces genres de données, ben, on les connaît et on les a collectées. Et en fait, ben, quand on a cette information, ben, généralement, c'est beaucoup plus facile. Sauf que, bon, ben, quand on prend le chien, on ne sait pas grand-chose. Si on prend, par exemple, si j'étudie le moustique, ben, le moustique, en fait, on ne sait pas grand-chose dessus. Et l'idée de proposer des méthodes qui s'appuient sur aucune connaissance, sur aucun modèle qui existe précédemment, eh ben, c'est ça qu'on appelle le fait de faire des choses de novo. C'est qu'on fait des choses à partir de manière nouvelle. Et D'accord, ok. voilà. Ok, ok. Alors, tu me l'as dit, hein, tu es dans ta troisième année de thèse. Hmm. J'ai déjà oublié, c'est terrible, mais tu n'as pas encore commencé l'étape terrible, si je ne dis pas de bêtises. Non. Non, 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 Alors, du ça va. coup, Je n'ai pas encore commencé rédaction. du coup, est-ce que du coup ta thèse, j'arrête pas de dire du coup, et je sais que ma mère va me taper, elle va réécouter le live, est-ce qu'elle me fait remarquer que je dis du coup tout le temps, et là j'arrête pas. Euh, Ainsi donc, est-ce que ta thèse, elle a suivi le schéma classique du tu as fait un an de bibliographie, puis un an de conception ou d'expérimentation, et là du coup tu vas attaquer un an de rédaction. Mais là où j'ai eu un peu de chance, c'est que ben, j'ai pu commencer ma thèse en fait en stage de master. Donc j'ai déjà fait une bonne partie de la bibliographie. Après, la bibliographie, ça se fait tout au long de la thèse. Et je l'ai terminée là en début de cette troisième année. Donc là, normalement, ma bibliographie, elle est bonne parce que le truc qui se passe, c'est que comme on étudie des choses qui évoluent très rapidement au fil des années, ben, entre le début de ma thèse et maintenant, il y a beaucoup d'articles super intéressants qui sont sortis. Et c'est des choses qu'il y a besoin de prendre en compte. Et ce qui était un peu plus long, c'est que comme c'était une thèse un peu exploratoire, il y avait plein de choses à tester, etc. Ben, j'ai fait pas mal de modèles, j'ai fait beaucoup de choses. Et bah, ça m'a permis vraiment de tester plein d'hypothèses et d'aller vers différentes pistes pour essayer de comprendre un peu mieux mon sujet. Et finalement, je suis quand même assez content bah, de tout ce que j'ai pu faire, même si voilà, pour la publication, il y a toujours un peu ce problème-là où la publication, c'est très codifié. Donc, il y a certains types de résultats qui sont publiables, d'autres non. Euh, mais voilà, je suis quand même content d'avoir pu un peu avancer, d'avoir pu tester pas mal de choses et de mieux comprendre le sujet. Parce que c'est pas forcément un sujet très simple, parce que comme je disais, c'est en fait, j'essaie d'étudier le bruit des séquences parasites qu'il y a dans les génomes et qui sont tellement nombreuses que ce qui se passe en fait auparavant, la plupart des gens juste jetaient ces données. Dès qu'ils voyaient que ça ressemblait à des séquences parasites, ils jetaient ces données-là, alors qu'en fait, ces séquences parasites, qui sont partout dans les génomes, ils peuvent aussi créer des maladies, des cancers, par exemple chez les chiens, chez les Golden Retrievers, et ça peut faire ce genre de maladie. Et ben, du coup, quand tu essaies d'étudier le cancer et qu'en fait, tu as jeté toutes les données qui contenaient le cancer, ben, c'est beaucoup plus compliqué de l'étudier. Et donc voilà, donc des fois, on tombe sur des choses assez nouvelles. Euh, c'est assez compliqué, c'est toujours à prendre avec des passettes et c'est assez compliqué de dire, ben, OK, quelle est la vérité de ce que l'on étudie vraiment? À quel point on peut être sûr de nos résultats?
Donc voilà, ça prend du temps et j'étais un peu content d'avoir eu le temps justement de faire tout ça. Est-ce que du coup, tu as dû contacter des chercheurs justement pour leur dire non, non, je t'ai pas ça, moi je récupère, ça m'intéresse énormément? Ou est-ce que vraiment tu es parti de choses qui avaient été conservées enfin, en amont de ta thèse? Et ben ça, c'est une super question parce qu'en fait, c'est une vraie problématique qu'on a dans la recherche de manière générale. C'est que quand on fait de la recherche sur un sujet n'importe lequel, ça a toujours un coût, que ce soit un coût financier, un coût en empreinte carbone, un coût en temps. Et le principe de ma thèse, en fait, c'est de réutiliser des données qui ont déjà été séquencées. Et en biologie et en génétique plus particulièrement, il y a un consensus, plutôt une méthode qui est assez répandue, c'est de tout publier sur des grosses bases de données. Et donc, dès qu'on fait une expérimentation biologique, dès qu'il y a des gens qui vont aller ouvrir les cellules pour récupérer des données d'ADN, eh ben, ils vont les publier dans des grosses bases de données qui sont après accessibles directement. Et donc, ce gros avantage, c'est que ben, les gens qui ont fait des expériences pour répondre à une autre question biologique, ben, moi, je peux récupérer leurs données pour pouvoir essayer de tester, de comprendre aussi d'autres choses en parallèle. Et ça me permet en fait de rentrer en contact beaucoup plus rapidement avec des chercheurs. Donc, dans mon laboratoire, j'ai la chance d'avoir plusieurs équipes qui travaillent sur ces séquences un peu problématiques. Et aussi, ben, forcément, mon directeur de thèse, lui, avait pas mal de connaissances avec d'autres chercheurs, d'autres laboratoires qui travaillent sur ce genre de choses. Et donc, en fait, je suis tout le temps à la frontière. C'est pour ça que j'aime bien dire que je suis à la frontière entre biologie et informatique. C'est parce que je suis tout le temps, en fait, en train de discuter avec des chercheurs en biologie pour comprendre, eux, ce qu'ils font, ce qu'ils trouvent et ben, comment est-ce que moi, mes résultats, je peux les interpréter et je peux leur présenter également. Et donc, ça fait des discussions super intéressantes, justement, à récupérer leurs données, essayer de comprendre, en fait, ce que l'on a, ce qu'on étudie. Et c'est voilà, c'est toujours un peu la frontière entre le bruit et des problématiques bah, de cancer ou d'études du moustique, par exemple, pour savoir pourquoi est-ce que les moustiques peuvent être immunisés à certains produits anti-moustiques. Voilà, c'est des choses, ça fait des discussions intéressantes et ouais, je travaille avec beaucoup de gens, j'ai pas mal de discussions avec des chercheurs en biologie spécialisés là-dedans. Au final, un vrai travail de médiation scientifique aussi, parce que le contact avec le chercheur pour comprendre sa recherche, c'est le cœur de métier aussi de la médiation, hein. La médiation, c'est faire le pont entre les chercheurs et le public, et du coup, bah, là pour le coup, tu fais le pont entre les chercheurs et ta thèse, mais Mhm. l'histoire de pont reste présente quand même. D'accord, ok. Alors du Mais coup, même pour préciser, oui. peut-être ouais, peut-être rajouter un petit truc. Mhm. En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu un frein que peuvent avoir la plupart des gens quand ils viennent d'autres milieux ou d'autres disciplines. C'est de penser qu'ils vont pas forcément être utiles à d'autres, une discipline différente que la leur. Et c'est un peu le syndrome de l'imposteur, en fait. Il y a beaucoup de gens, dans les études supérieures, plus on avance dans les études, plus les gens vont avoir le syndrome de l'imposteur en se disant qu'ils sont pas légitimes. Mais en fait, il y a besoin de faire ces ponts-là, il y a besoin d'avoir ces communications. Et il y a beaucoup, en fait, de résultats dans les sciences, que ce soit les sciences dures, les sciences sociales ou même tout ce qui est littérature et humanité, où il y a besoin, en fait, de faire ces ponts-là. Et voilà, c'est une chose que j'aime bien préciser parce que il faut essayer de mettre un peu plus l'accent sur cette communication qui est entre les différentes recherches. Il y a possibilité à chaque fois de faire de assez bonnes choses, de assez belles choses. Donc voilà, je voulais le préciser. Non, tu as raison, l'interdisciplinarité, c'est très important. C'est comme l'exemple qu'on a pris plus tôt là dans le live, hein, que pour étudier l'évolution des langues, genre les langues en Europe, on utilise des groupes mathématiques plutôt complexes. Donc, c'est-à-dire que un mec, enfin quelqu'un, Mhm. pas un mec, mais quelqu'un qui aurait fait des études poussées en linguistique et qui serait complètement nul en maths, il aura besoin d'un mathématicien pour l'aider à fabriquer son modèle. Ou, et ça c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup rappeler parce que c'est un fun fact qui m'amuse énormément, c'est que en sciences sociales, vous avez une foule. Si cette foule, vous voulez comprendre comment elle se déplace, il vous faut utiliser les équations de la mécanique des fluides en physique, parce qu'une foule, ça se déplace comme un fluide dans un tuyau ou une rivière dans son lit. Et donc, sans qu'on s'y attende, vous avez des lois mathématiques qu'on utilise pour les gaz et pour les liquides qui interviennent dans des gens qui bougent. Comme quoi, on a besoin de tout ça régulièrement. Alors du coup, puisque tu n'as pas encore attaqué la partie rédaction, tu es quand même encore dans la partie du coup de la conception de tes outils. Est-ce que du coup, tu as réussi à concevoir, c'est un peu, je sais que la question fait un peu journaliste machin, mais est-ce que du coup, tu as réussi à concevoir un outil qui est applicable et qui facilite le travail pour nos amis biologistes?
Eh ben, en fait, l'outil, entre guillemets, il n'est pas vraiment très compliqué. C'est une chose que j'ai déjà pu établir pendant mon stage de master. Mais en fait, ce qui était compliqué, c'est de valider ce modèle. Mhm. Comme on essaie d'étudier des choses où on marche un peu sur des couteaux, on sait pas trop, on sait pas trop si ce que l'on montre, c'est effectivement vrai ou pas. Ben, la partie la plus difficile, c'est de le tester sur différents modèles. Donc, ce que j'appelle un modèle, c'est en fait, c'est plutôt une espèce, un animal. J'en avais plusieurs, j'en avais 4 différents. Et essayer à chaque fois de communiquer pour savoir, ben, est-ce que ce que l'on trouve, c'est vraiment significatif ou pas? Est-ce qu'on est en train de bien comprendre et de bien modéliser ce qu'on veut modéliser? Il y a toujours, voilà, il y a toujours cette approche-là. C'est facile de faire des équations, c'est facile de faire des calculs hyper compliqués. Par contre, pour dire est-ce que c'est vraiment pertinent pour pouvoir, par exemple, modéliser une maladie chez le chien, essayer de comprendre ce qui peut causer des cancers chez les Golden Retrievers, ben là, euh, il faut pouvoir vérifier tout ça, il faut pouvoir tester tout ça, et ça prend en fait finalement beaucoup plus de temps que faire le modèle en lui-même. Et du coup, puisque tu as parlé de quatre espèces différentes, ça m'amène à une question. Est-ce que l'outil qui a été conçu et que tu cherches à vérifier, est-ce que c'est un outil plutôt général où on essaye de mettre les données de peu importe l'espèce dedans, voir si ça fonctionne, ou est-ce que, mine de rien, au final, il y a en fait quatre variantes qui ont été créées, une répondant chacune à une espèce spécifique? Eh ben ça, c'est une très bonne question parce que c'est un peu avec l'émergence de tout ce qui est intelligence artificielle, etc. On avait de dire, bah, on a plein de données, est-ce qu'on peut donner à l'intelligence artificielle pour que ça nous résolve tout? Et l'un des gros problèmes avec la génétique, c'est que bah, la génétique, en fait, elle fait un peu ce qu'elle veut. Et ce qui se passe dans les cellules, moi, ce que je vous disais, nos gènes, ils sont comparés aux séquences parasites, il y a 50 fois plus de séquences parasites qui correspondent à juste des séquences qui sont complètement inutiles, complètement égoïstes, qui n'ont rien à voir avec nos gènes et qui sont juste présentes dans notre génome parce que ben, elles avaient la place d'exister, etc. Et elles sont 5 fois plus importantes que notre propre gène, ce qui sert à devenir ce que l'on est, à ce qui fait ce qu'on soit intelligent, etc. Euh, ben, en fait, il n'y a vraiment pas de modèle similaire entre les différentes espèces, entre guillemets, ça peut vraiment varier d'une espèce à l'autre. Et c'est pour ça qu'on a essayé de prendre des espèces un peu différentes à chaque fois. Donc, on a fait à chaque fois, on a essayé de prendre deux espèces qui sont des mammifères, donc, le chien et la souris. La souris, ce qui est bien, c'est qu'on la connaît super bien. C'est une espèce qu'on étudie vachement en laboratoire, mais notamment parce que ça se reproduit vite et que ça peut vivre euh, dans une petite boîte, voilà. Sans trop en termes d'éthique, c'est un peu moins compliqué. Par contre, le chien, bah, ça, on l'étudie beaucoup moins. C'est un peu plus compliqué. Et de l'autre côté, on a essayé de faire pareil avec des insectes. Un insecte qu'on connaissait bien, et un insecte qu'on ne connaît pas très bien. Et après, ben, on aurait pu aussi faire avec les plantes, mais là, ça aurait demandé encore plus de temps et ça aurait été aussi d'autres choses. Et Est-ce qu'on peut demander donc voilà. quels insectes tu as regardé? Ben, les insectes, elles s'appellent sous le deux nom de drosophiles. C'est Mhm. en fait simplement les petites mouches à fruits. Quand, je sais pas si vous avez des bananes, par exemple, elles adorent les bananes, elles pondent dedans, etc. Et donc, c'est les petites mouches qu'on voit s'envoler l'été quand il fait très chaud, qui vont sur les fruits. Et l'autre espèce, c'est le moustique tigre. Et donc là, c'est une vraie problématique, c'est parce que le moustique tigre, on veut comprendre pourquoi est-ce qu'il est résistant aux anti-moustiques, par exemple, pour essayer de lutter contre, parce que ça fait partie des plus grandes causes de mortalité dans le monde. Il y a les vecteurs de maladies, etc., de paludisme et de plein de maladies. Et donc, ben, il y a une vraie motivation par rapport à ça. T'as dit drosophile, j'ai eu des souvenirs de SVT au lycée qui me sont revenus comme des fantômes me hantaient. Ça m'a fait froid C'est dans le dos. ça. La C'est ça. Mais fameuse ça, on aime bien drosophile. les étudier. C'est pareil, c'est la seule raison pour laquelle on les aime étudier, c'est qu'en fait, entre guillemets, on s'emballèque et on les met toutes dans des boîtes, ça se reproduit super vite et on peut faire plein de cycles générationnels super rapidement avec ce genre d'insectes. Et voilà, ça peut vivre dans les laboratoires. C'est un peu, un peu la cruauté des laboratoires. On va étudier des espèces qui peuvent tenir facilement, qui peuvent vivre facilement. Oui, de toute façon, c'est la règle un peu de la similarité, hein. C'est plus ça nous ressemble, plus on est sensible à leur malheur, et moins ça nous ressemble, plus on a tendance à être moins regardant. Faire souffrir un chien, tout le monde trouvera ça honteux. Par contre, manger une Mm. huître vivante, ça dérange personne, hein. Voilà, voilà. Et surtout avec les souris où il y a vraiment une grosse industrie, un gros Ouais. monopole. De souris de laboratoire. Donc voilà, c'est pas forcément les souris, c'est pas le milieu le plus éthique de la recherche là. Il me semble que c'est à l'université de Saint-Pétersbourg, mais peut-être que je me trompe sur l'université, mais je crois que c'est en Russie, où ils ont érigé une statue de souris qui tricote de l'ADN en hommage justement à toutes les souris de laboratoire pour reconnaître leur rôle dans la recherche scientifique du siècle dernier Ouais. et qui continue encore aujourd'hui. Et Euh, surtout, l'un des problèmes, peut-être pour préciser, l'un des problèmes qu'il y a sur les études des souris, c'est qu'en fait, ce qu'on arrive à montrer sur les souris,
bah, il y a à peu près que un dixième des études, donc 10% des études, qui finalement sont applicables à l'homme. Donc, on s'embête en fait à faire des études sur les souris. Bah, généralement, on leur fait avoir des cancers, des trucs mais complètement affreux, pour qu'au final, qu'un dixième des études qui sont faites finalement, bah, c'est applicable à l'homme aussi. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là où maintenant les souris sont de moins en moins utilisées dans les laboratoires, où on essaie de ne plus utiliser ces souris-là et plutôt utiliser ben, des données qui existent déjà. C'est un peu une certaine motivation à éviter essayer de reproduire toujours de nouvelles données et finalement essayer voilà, de réutiliser des choses que l'on possède déjà. Ça peut aussi très bien fonctionner quand c'est stocké sur des bases de données. Voilà. Ok, bah, je savais pas, c'est hyper intéressant. Est-ce que du coup, au cours de... parce que tu l'as dit, il y a énormément d'articles qui sont publiés, de nouvelles sciences qui est faite au fur et à mesure. Est-ce qu'au cours de ta thèse, pour l'instant en tout cas, il y a un article qui a été publié qui a un peu renversé la table de ce que tu étais en train de faire et tu as dû un peu reprendre, peut-être pas à zéro, mais très loin en arrière parce que des gens ont fait ce que tu es en train de faire ou parce qu'ils ont fait une découverte qui a remis en question ce que tu étais en train de faire. Bah, je suis un peu déçu par rapport à ça parce que j'aurais aimé trouver des choses qui parlaient un peu plus de exactement mon domaine. Et finalement, en fait, ça n'existe pas trop parce que, comme je le disais, comme j'essaie d'étudier de manière nouvelle le bruit qu'il y a dans les génomes, ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'étudier ça parce que c'est vraiment ultra exploratoire. Et ben, c'est un travail de test, très clairement. Et le problème, c'est que ben, si on a des financements, généralement, les financements, c'est des financements via projet. Et donc, il faut forcément avoir des résultats. Et quand on veut forcément avoir des résultats, c'est qu'on a un sujet ultra bien défini. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un sujet très libre, entre guillemets, assez ouvert. Et ben, du coup, c'est pas si exploré que ça. Il y a des gens qui ont essayé de faire des choses, mais ça reste quand même encore pas assez exploré. Et l'avantage, c'est qu'en tout cas, les résultats qui sortent là récemment, ben, ça confirme l'idée que ces séquences parasites qu'on a dans notre génome, ben, elles posent réellement problème et elles sont à l'origine de plein de mécanismes, de plein de maladies qu'on va pas réussir à contrôler. Et notamment, ces éléments, ces séquences-là, en fait, leur vrai nom, j'ai un peu caché le nom, mais leur vrai nom, c'est les éléments transposables. C'est parce que c'est des séquences génétiques qui sont capables de transposer, c'est-à-dire se déplacer, se copier partout dans le génome. Et en fait, elles sont sensibles au changement de température, au stress, à l'âge, et ça peut créer des cancers. Et notamment dans le cadre du réchauffement climatique, ben, on s'attend qu'il y ait certaines maladies, certaines réactions qui puissent être induites par ces éléments transposables-là, par ces séquences parasites, qui sont en réalité effectivement toujours certaines actives. Mais comme c'est une minorité qui est perdue dans tout le brouhaha, ben, c'est pas forcément facile à interpréter. Et ben, plus la recherche avance, plus on arrive à se dire ben, que finalement, plus 5 degrés, à l'échelle de la Terre. Il y aura les drosophiles, elles vont réussir à s'adapter. Par contre, les plus grosses espèces, celles qui ne peuvent pas se reproduire toutes les semaines, ça va être peut-être un peu plus compliqué en termes de maladies et tout ça. Ok, Mais voilà, il y a une réelle application d'accord. là-dessus. Euh, Mince, j'avais une question sur ce que tu viens de dire, elle m'est sortie de la tête, c'est terrible. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Bon bah tant pis. Tant pis. Oh non, en plus ça m'embête, c'était une question de science. Oui, si. Est-ce que du coup, ces éléments transposables, c'est eux qui ont aussi un lien avec ce qu'on appelle l'épigénétique, le fait que les événements dans la vie vont modifier notre génome? Ben, tout à fait, en fait, c'est comme ça que ça a été découvert, les éléments transposables. C'était une chercheuse, Barbara McClintock, qui a un prix Nobel pour ça, et elle s'est dit, mais c'est trop bizarre sur le maïs. Sur certains maïs, on peut voir qu'ils ont des couleurs particulières, les grains de maïs. Mhm. Mais sur un épi de maïs, il peut y avoir plein de grains jaunes et plein de grains violets, etc. Et en fait, la couleur des grains, c'est juste dû au fait qu'il y a un élément transposable qui se déplace ou pas dans un gène. Et s'il se déplace dans le gène, eh ben, s'il est dans le gène, le grain, il va pas faire la couleur violette. Et dès qu'il s'enlève du gène, parce qu'il peut se transposer, il peut sortir, le grain redevient violet. Et donc, c'est comme ça qu'elle a découvert ces éléments-là. Et au cours de la vie, ben, il peut y avoir plusieurs facteurs qui font que ces éléments transposés vont être plus ou moins actifs. Et en facteurs, entre guillemets, qui sont connus, c'est l'âge. Quand on vieillit, en fait, on a nos ADN, nos cellules, elles commencent à se détériorer. Et c'est notamment dû ben, à ces éléments transposables-là. Mais il y a aussi bah, les changements de température, le stress, et ce genre de choses aussi qui peuvent induire des activités ou pas de ces éléments transposables. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est comment les facteurs qu'il y a autour du génome, autour de juste des séquences brutes, peuvent influer sur ben, comment est-ce qu'on devient. Ok. Et voilà. Donc, et puis enfin, je trouve ça toujours très intéressant parce que souvent on a tendance un peu à considérer que bonsoir Nicoco Lastico, on est sur
sur des références là, hein. Merlin l'Enchanteur, on te connaît. Donc je disais, mais c'est très intéressant ça de parler que ça existe, hein, parce que souvent on a tendance à croire qu'on a notre génome, nos gènes, qui définissent qui on est et que ça c'est quelque chose d'immuable à travers notre vie, alors qu'en fait les événements que l'on va vivre dans notre vie vont modifier directement notre génome et du coup peut avoir des répercussions sur la descendance des personnes. Donc vous n'êtes pas si fixe que ce que vous croyez. Vous êtes vous-même, Effectivement, il y a vous êtes un spectre. et il y a même en fait une expérience un peu plus, on va dire, une expérience de pensée, où si on prend deux jumeaux parfaits, complètement parfaits, mais qu'on les fait vivre dans des milieux complètement différents, donc pas avec la même alimentation, pas avec le même climat, etc., et ben finalement, en fait, ils vont pas grandir de la même manière. On s'adapte réellement à notre climat, on s'adapte réellement à la nourriture que l'on mange, et ça peut avoir plein de facteurs physiques, mais aussi des facteurs de santé, etc., qui peuvent être dus juste avec le fait de la manière dont on a grandi. D'accord, bah Et ouais. ça, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle aussi l'épigénétique, c'est tout ce qu'il y a autour, Ce qui autour est- du jeune homme. Et c'est tout à fait fascinant. Alors, Nico Colastico nous dit qu'il a le génome parfait. Je tiens à dire que c'est faux. Je le connais personnellement, il ment. Maintenant que tout ça est dit, donc tu as fait des recherches, tu as conçu et des outils, tu as étudié des animaux. Est-ce que au cours du coup de ta thèse, tu as eu l'occasion de rédiger un article en tant que premier auteur? Ou est-ce que tu es noyé dans le monde des et al? Alors, j'ai pas eu la chance d'être. En fait, ça dépend. Sur mon sujet de thèse, l'article là, il faut que je l'écrive. J'ai ce mois-ci pour l'écrire. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais sinon, en parallèle, j'ai quand même un peu continué à travailler plus sur des sujets du monde de l'informatique, des mathématiques. Et là, avec un groupe de travail, on a pu vraiment faire un article où on a pu tous travailler dessus. Euh, donc voilà. Donc c'est une personne qui l'a rédigé spécifiquement, mais on a travaillé à plusieurs, à cinq dessus sur une petite équipe. Et ça a pu donner des résultats qui étaient quand même super intéressants. Et ça permettait de faire une petite bulle dans la thèse, dans mon sujet de thèse, de travailler sur un autre sujet en parallèle. Et, euh, et voilà. Mais là, c'est vraiment plus côté, pas mon sujet de thèse, plus côté vraiment informatique fondamentale, qui était très sympa à faire à Oui, bien côté. sûr. Évidemment, tout le monde souhaite que la Mm, force soit avec toi pour la rédaction de ton article. On sait à quel point ça peut être c'est ça. stressant de rédiger un article. Voilà. Mais voilà. Voilà, Wood Mais la Eggs dit rédaction, ouais, courage. là, il faut que je m'y mette à rédiger enfin l'article, à faire les choses proprement. Alors, au cours de cette thèse, qui du coup n'est pas encore finie, est-ce que tu as rencontré à un moment ou à un autre des difficultés particulières qui ont pu te ralentir, te démotiver aussi? Attention, hein, on sait que le doctorant est un animal stressé. Bah, ouais, effectivement, c'est pas forcément facile tous les jours la thèse. C'est pour ça que mon premier conseil que je donne toujours à des personnes qui souhaitent se lancer dans une thèse, c'est de trouver une équipe de recherche dans laquelle ils se sentent à l'aise. Et ça, c'est vraiment super important parce que tout ce qui est question de santé mentale durant ce genre d'études, c'est toujours très compliqué. Ça peut être toujours très compliqué. Et donc, il faut déjà essayer d'avoir un peu les bases, une stable assez solide. Moi, j'ai eu la chance de commencer ma thèse dans une petite équipe avec deux autres doctorantes. Et donc, on a tous les trois commencé le même jour. Donc, ça, c'était vraiment très cool, un peu pour se soutenir pendant ces 3 années. Et il y a même d'autres doctorants qui nous ont rejoints au fil des années, avec qui ça se passe aussi super bien. Et ça, c'est vraiment, je trouve, moi, l'un des facteurs qui était le plus primordial pour me sentir bien dans la thèse. Et, euh, et donc voilà, et même quand ça va pas, en fait, le fait d'avoir des personnes qui sont dans la même situation, ça permet de relativiser ou juste de se déprimer ensemble. Mais voilà, il y a ce côté-là où on peut se soutenir un peu plus facilement de cette manière. L'humain est un animal social, le groupe nous Mm. aide. Après, c'est sûr, on se sent toujours mieux de savoir qu'on n'est pas le seul à être dans une situation quelconque, hein, de savoir qu'on n'est pas le seul à avoir du mal avec ses recherches. C'est aussi une forme de réconfort qui nous sort un peu de la solitude de notre vie. Mm. Alors, je ne te demande pas du coup comment se passe la rédaction de ta thèse, parce que tu n'y es pas encore. Et là aussi, on souhaite que la force Mm. soit avec toi, parce qu'on sait ce que c'est. Voilà, hein, Merci. des personnes du chat peuvent témoigner. Tiens, ça m'amène à une question. Euh, euh, alors, il y a C de pour qui dit on veut un pot de thèse, nous. Voilà. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un que tu Ouais, connais. Ok.
Ouais, ouais, le pot de thèse, il sera bien fourni, ne vous inquiétez pas. Ah voilà. Donc ça, c'est les gens qui sont intéressés principalement par la bouffe, visiblement. C'est Oui, ça m'étonne pas, je vois très bien qui c'est, ça ne m'étonne pas du tout. le rassemblement du corbeau. Blablabla. Ça y est, ça m'a. Ouais. On parle de nourriture. Oui, Nico, on parle de nourriture. Ça m'a sorti de ma question. Voilà, vous êtes content. Et on a perdu Sacha. Je te vois plus. Est-ce que tu m'entends encore? Est-ce que tu es là? Et voilà. Et voilà. Il fallait qu'il y ait un souci aujourd'hui. Et on a perdu Sacha. Bon, et ben le temps que Sacha revienne. Oui, le chat noir, c'est vrai ça. Parce que, alors, faut que vous sachiez, voilà, Nicoco Lasticote, là, qui est un collègue de travail, quand il est au travail, souvent on a des soucis avec le matériel qu'on utilise. Et du coup, on le surnomme le chat noir, parce que c'est que quand il est là. Quand il est pas là, tout va bien. Et il a été sur aucun des lives. Aucun. Et là, bam, il arrive, on perd la personne. Après, on a perdu d'autres personnes. Hein. Enfin, Nico, t'inquiète pas. Je veux dire, hier, on a eu des problèmes. Avant-hier, on a eu des problèmes. Vendredi, on a eu des problèmes. C'est session problème. Eh bien, écoutez, on va mettre l'écran de problème technique. Voilà. Et en attendant, bah, je vais meubler à la voix. Je pourrais citer la Cité de la Peur. Pour des raisons budgétaires, la séquence suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Je ne vais pas faire cette séquence. Désolé de vous décevoir. Tu bluffes. Tu bluffes, Partani. Sacha, faut faire des bruits de voiture maintenant. Non, normalement là ça fait tin tin tin. Puis après il y a des bruits de pas comme ça. Bougez pas. Hein. Puis après c'est oh, tu fais super bien le chat. Ah, rebonjour. Ah, bah, j'allais t'envoyer un Ouais, message. Ok. ouais, je sais pas ce qui s'est passé, bizarre. Voilà, on est en train de parler de la cité de la peur. Ah, Pendant que tu n'étais pas là. Oui, parce que j'étais en train de dire que j'allais faire que la prochaine séquence, pour des raisons budgétaires, serait entièrement bruitée à la bouche. Mais je ne fais pas ouais, bah c'était super bien le bizarre, chat. ouais. Ouais, bon, on a eu, je crois, souci aussi avec Harpy vendredi, donc je ne sais pas d'où ça vient. Quoi qu'on disait, euh, Le pot Tabouki, de thèse. Tabouki dit Hello, c'est Wilson. Ah, ok. Non, là c'est pour moi, d'accord. Bonjour. Bonjour Wilson. Ça fait. Oui, d'accord. C'est un ami du lycée. Euh... Mince, je sais plus. Et voilà, arrêtez de me perturber le chat, vous m'énervez. Donc on parlait du pot de thèse, on disait qu'on allait manger, sauf qu'avant le pot de thèse, tiens, transition. Avant le pot de thèse, généralement, il y a un petit événement qui s'appelle la soutenance. Est-ce que comme Ouais. ça, là, d'ici bah, à un an de ta soutenance, est-ce que tu dirais que la soutenance, c'est un événement que tu appréhendes? Alors, on va dire plus ou moins, parce que je sais que la soutenance, en fait, ça sera la libération. Donc, d'un autre côté, j'ai hâte. C'est ce qui est la seule chose qui me motive à pas faire de quatrième année de thèse, c'est que après ça, ça sera terminé et j'aurai du temps un peu pour moi. Et donc voilà. En sachant que dans mon laboratoire, comme c'est un labo de bio dans lequel je suis, les soutenances, c'est plus généralement aux alentours de novembre-décembre. Mhm. Là où on va dire de manière générale, c'est plutôt juillet les soutenances. Et voilà, j'ai une petite période de grâce, on va dire, où je sais pas si on peut dire ça, on peut parler de grâce ou pas, mais Hmm, une petite période supplémentaire déjà qui fait que ça dure un peu plus longtemps, ok. la thèse. Alors là, on a parlé de recherche, on a parlé de bibliographie, on a parlé de la soutenance de la thèse, du pot de thèse, parce qu'il y en a qui pensent qu'à manger. Mais il y a d'autres choses durant la thèse. Ça, c'est souvent ce qui surprend les étudiants en licence et en master, c'est que la thèse, bah, c'est pas c'est pas que de la recherche comme un bébé chercheur. C'est qu'il y a aussi bah, parfois des cours à donner, des conférences à faire à l'étranger. Est-ce que toi, du coup, tu as eu aussi ces missions annexes-là à faire, les cours, les TD, les conférences Mm. dans le lointain? Ouais, ben en fait, depuis ma première année de thèse, je donne des cours à la fac en première année de biologie, de licence de biologie, et je donne des cours de maths. Donc tout ce qui est statistique, etc., probabilité. Ça, j'aime plutôt bien parce que le cours est plutôt bien organisé pour qu'on puisse donner faire ces cours-là, justement. Et après, ben, en termes de, donc ça, ouais, c'est vraiment, moi, l'enseignement, je sais que c'est un truc qui me plaît à donf et que je souhaite un peu continuer.
Et après conférence, ben ouais, j'ai pu quand même faire plusieurs conférences un peu partout en France ou à l'étranger. Ça aussi, c'est un peu le passage obligé, mais généralement, c'est moyen de rencontrer des gens, donc ça fait une bonne excuse pour bouger. Vas-y, rends-nous jaloux, dis-nous dans quel pays étranger tu t'es rendu. Si y a le Japon, je hurle. Ah non, 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 pas le Japon, j'ai fait... en pays étranger, j'ai juste fait Londres, plutôt le Royaume-Uni, quoi. Ah oui, ça va, c'est pas l'étranger étranger, c'est- Ouais, ouais, ouais. on a 1 heure de train, quoi. Mais là, cette année, j'essaie de viser une conf qui se trouve en Grèce, Hmm. donc à voir si cette conférence, j'arrive à y accéder et y aller. Ça peut être sympa, la Grèce aussi. ouais, on te le souhaite. Mais oui, le, le cœur de la démocratie occidentale. Euh, alors du coup, on a parlé de la thèse, on a parlé de ce qui allait arriver, enfin la rédaction, puis la soutenance, puis le pot de thèse, on Hein. n'oublie pas. Après tout ça, parfois bah, on arrête d'être dans le monde de la recherche. Parfois on fait un postdoctorat. Hein. Parfois on devient ingénieur en R&D dans une entreprise quelconque. Toi, vers quoi là comme ça, tu as envie de te diriger? Alors, donc moi là comme ça, ce qui est sûr, c'est que si je continue dans la recherche, ça sera axé vers en fait vers des postdocs et dans le but de continuer dans le métier de ce qu'on appelle enseignant-chercheur. Et donc l'idée c'est ben, de faire de la recherche tout en donnant des cours. Ça, je pense que l'enseignement c'est toujours quelque chose qui me plaît, donc je trouve ça un peu nécessaire de faire ça. Mais en parallèle aussi, j'ai beaucoup d'engagement en ce qui est vulgarisation et médiation scientifique. Et ça, je sais pas trop encore comment est-ce que je vais l'axer par rapport à toute la partie recherche. Généralement, ce qui se passe, c'est que les chercheurs qui veulent faire de la médiation ou de la vulgarisation scientifique, ce qu'ils vont faire, c'est que c'est des choses qu'ils font en plus. Donc, ils vont prendre, ça va être sur leur week-end, ça va être sur leur soirée, etc., où ils vont devoir bosser sur des projets supplémentaires entre guillemets, ça serait plus en termes de passion. Et ça, en soi, je suis pas forcément très d'accord de me dire, me tuer à la tâche pour faire juste une chose qui me plaît réellement. Donc, après la thèse, ce qui est sûr, c'est que je vais me laisser un petit peu de temps, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas une petite période pour pouvoir justement essayer de me recentrer là-dessus, c'est de faire des choix ou me positionner par rapport à la médiation scientifique et la recherche. Et, euh, et donc voilà, j'essaierai de voir les opportunités que je peux avoir et essayer de tester, en tout cas de me dire que j'aurai pas de regrets après si je reste dans la recherche et l'enseignement, à avoir un peu délaissé tout ce qui est médiation et vulgarisation scientifique. Et voilà, je me dis que j'aurai le temps. Après 3 ans intenses, Ça veut j'aurai le dire temps de souffler. qu'il est temps de créer un nouveau corps de métier. C'est le médiateur-chercheur. Après l'enseignant-chercheur, le médiateur-chercheur. Voilà. Ça, j'aimerais Voilà. bien, mais bon, malheureusement, ben, tout ce qui est, dès qu'on va trop vers la passion, c'est en mode, il faut faire ça sans être payé. Oui, tout à fait. Ouais. Et, parce que ça, c'est les questions qu'on rajoute, parce que je le rappelle au cas où on l'aurait oublié, nous sommes en plein, là on est à peu près au milieu en plus, de la fête de la science, un événement qui a lieu tous les ans à la même période. Hein, voilà, cette année c'est du 3 au 13 octobre, ça dure 10 jours. La fête de la science, depuis maintenant plusieurs années, tous les ans avec ses partenaires habituels comme le ministère de la Culture ou le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche, ministères Mhm. qui n'ont actuellement pas de ministre dédié. Voilà. Je, je, c'est un petit taquet que j'aime bien mettre. Oui, Il publie, il crée, mince, je l'ai rangé. Il crée une bande dessinée. Alors cette bande dessinée, par le passé, elle s'appelait Science en bulle. On prenait une thèse, on en faisait une BD, et c'était un petit livret qui servait d'anthologie, en somme, hein, de 8 thèses mises en BD les unes après les autres. Alors cette année, après moult péripéties, parce que apparemment il faut trouver 44 milliards d'euros, Science en bulle a été annulée. Mais Science en bulle a été sauvée par les efforts prodigieux de l'illustrateur, par les efforts du scénariste, mais aussi par les efforts de nos amis doctorants que nous interviewons pour la fête de la science. C'est pour ça qu'on a vu Harpy, oui. Jade, Jonathan et Diane les jours précédents et qu'aujourd'hui on a Sacha. Alors Sacha, comment est-ce que toi tu as vécu l'expérience Mission Z? Parce que Mission Z est le nouveau Science en bulle. Bah, c'était vraiment une super expérience. À la base, cette bande dessinée, on devait le faire avec le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur.
Et maintenant, bah, c'est eux qui ont un peu lâché pour faute de budget. On a été sauvés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc voilà, gros remerciement au ministère de l'Éducation nationale. Je sais que c'est compliqué pour tous les profs d'avoir des financements pour pouvoir bah, rien que donner cours dans des conditions décentes. Mais voilà, ils ont réussi à trouver des financements pour sauver quelques copies de BD, essayer de les distribuer dans des médiathèques, euh, dans des lycées et des collèges. Et bon, bah, forcément, ça n'a pas eu le même poids que ce qu'on nous avait présenté au début. Ça nous a mis un peu dans le stress parce que ben, on a eu quasiment 2 mois de retard quand même sur les plannings au moment de la publication. Donc, on n'a pas forcément eu les échanges qu'on aurait voulu, en tout cas que j'aurais voulu avec le dessinateur et le scénariste. Mais voilà, le projet a quand même abouti. Je suis content de pouvoir avoir l'ouvrage dans les mains, pouvoir le distribuer là, à la fête de la science ce week-end. Ça se passe à mon labo à Lyon ce week-end. Et bah, c'est quand même un très joli ouvrage. Il y a un bel effort sur la scénarisation et sur le dessin. Et voilà, je suis quand même très content que ça soit fait, malgré les petits coups de stress. euh, Ça fait plaisir d'avoir un objet fini. C'était quasiment quand même 1 an de travail, il faut le préciser. Et voilà, ça s'est très bien passé. C'était vraiment très sympa à faire. Est-ce que du coup tu as pu avoir des exemplaires de Mission Z? Ouais, 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 ouais. t'as Donc réussi moi à en avoir. Ouais, j'ai eu la chance d'être. En fait, je suis rattaché à l'Université de Lyon, mais aussi je suis dans un institut de recherche qui s'appelle l'INRIA. C'est l'institut en informatique, grosso modo. Et bah, les deux instituts, ils ont pu commander 1000 copies chacun pour après les distribuer à différents événements. Et la fête de la science aussi, ouais, pour rappeler, c'est balisé sur pendant une dizaine de jours, 2 semaines. Mais en fait, ça va durer aussi. Il y aura des événements tout au long de l'année. Et donc, il y aura plein d'occasions où il y aura la BD qui pourra être distribuée. Et voilà. Ça ne s'arrête pas que cette semaine-là. Ne vous inquiétez pas si vous vouliez avoir des copies en main propre. J'en profite pour faire remarquer que les interviews, pareil, ça s'arrête pas avec la fête de la science, hein, il y en a toute l'année, c'est une fois par mois minimum. Mais c'est super que tu aies pu en avoir, hein, parce que hier, en discutant avec Diane, bah, j'ai appris que Diane, elle a pas pu en avoir. Donc elle a pas Mission Ah, Z, ouais. Et du coup, faut que j'envoie un message à Jonathan, ou à toi, je te le dis maintenant. Si tu arrives à mettre 5 copies de côté, au cas où les collègues doctorants de Mission Z n'arrivent pas à avoir leur PD, peut-être qu'on pourra se cotiser pour leur envoyer, histoire que tout le monde ait au moins sa copie de Mission Z. Ce serait dommage ouais, de ne pas être dedans, quoi, alors que c'est son travail. Euh, ouais, en c'est ce qui noté. me concerne, moi personnellement, j'ai fini mes questions. Ce qui veut dire qu'on va passer à la partie interactive de l'interview. On passe aux questions-réponses avec le chat. Et du coup, il y a eu un changement d'overlay Twitch comme par magie. Et donc, le chat, je t'invite à poser tes questions. Voilà. Et le temps que le chat écrive, il faut qu'on meuble environ 2 minutes. Je demande au chat d'écrire au moins une question. Je prends au moins une question. Vous êtes obligé de le faire. Sinon, je suis triste. Hop, je me gratte un coup. Alors, vas-y, dis-nous un fun fact en biologie. Non, mais après, moi, je peux vous parler de ce que je fais aussi en médiation à côté, parce que c'est quelque Oh chose qui me bah oui, passionne vas-y, pas vas-y, mal. vas-y. Et tant Ça qu'avoir un peu de m'intéresse. temps, Ouais, vas-y, je peux vas-y. parler de tout ça. Vas-y, fonce. Euh, Notamment sur le fait que c'est on va dire de plus en plus compliqué de trouver des gens un peu motivés pour faire de la médiation parce qu'il y a un peu ce côté-là où on est en mode il y a déjà trop de choses qui existent ou alors je suis pas forcément légitime à faire de la médiation, à parler de ça, de ceci ou cela. Et en fait, ce que je peux juste vous encourager, c'est de tester. Il y a plein de moyens de faire de la vulgarisation, que ce soit pas forcément en ligne, c'est des codes qui sont assez compliqués, mais juste aller rencontrer des classes, aller à certains événements qui ont peut-être rien à voir de science et à parler juste de choses qui vous passionnent, pas forcément vous êtes maître. Vous n'avez pas besoin d'être légitime pour pouvoir faire de la médiation, pour pouvoir parler des choses et donner en tout cas le goût des sciences aux jeunes. Et moi, vraiment, ce qui me passionne le plus dans cette médiation, c'est d'aller dans des endroits pas du tout scientifiques. Par exemple, à Lyon, il y a un truc qui s'appelle la Geek Touch, la Japan Touch. C'est des grosses conventions où des milliers de personnes viennent pour pouvoir s'amuser sur des thèmes du Japon, où il y a plein de contenus au terme du Japon, des contenus geeks. Et en fait, là-bas, bah, on peut tenir un stand de science. Et les gens qui viennent là, ils sont en mode, ah mais non, mais moi je m'y connais rien du tout en science, c'est des choses complètement trop compliquées. Et finalement, en fait, c'est assez facile à ce que les gens prennent goût à faire des petits jeux, à essayer de résoudre. Essaie de faire deviner des images, de faire deviner des odeurs. Euh, et les gens, finalement, en fait, ils arrivent à s'amuser assez rapidement sur les sciences.
Et il y a toujours ce côté-là, moi, que je trouve un peu regrettable, où les gens on se dévalorisent en se disant, ben, ok, non, moi, j'y comprends rien du tout aux sciences, alors que, en fait, les sciences, il faudrait rendre ça accessible à tout le monde. C'est des choses que tout le monde devrait pouvoir comprendre. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'être le plus grand scientifique ou la plus grande scientifique pour pouvoir faire de la médiation. Ça peut vraiment passer par plein d'étapes et plein d'échelles différentes. Et, euh, et donc voilà, moi je par exemple, T'as arrêté de parler ou Il a coupé. Il a coupé. Eh oui, voilà, voilà. Est-ce que je l'ai perdu complet? Oui, bah, il va revenir. Écoutez, il va revenir. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bah, je vais embrayer sur la partie médiation scientifique, hein, voilà. Pour ceux qui souhaiteraient en faire. La médiation, ça prend toutes les formes. Ça, on l'a abordé hier avec Diane, mais en off. C'est que voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que la médiation, ce soit juste un gugus devant vous qui vous explique des trucs comme mais si, en fait, c'est très simple. Ça peut prendre des formes tout à fait différentes. La médiation scientifique, c'est faire le pont entre la passerelle entre le monde de la recherche, donc la connaissance scientifique, et le grand public. Mais en fait, cette diffusion de la culture, elle passe par des tas et des tas de. J'étais en train de. J'embrayais sur la médiation le temps que tu reviennes. Donc je disais, voilà, la médiation, voilà. L'important c'est de diffuser la culture scientifique auprès du grand public. Et donc pour cette diffusion, il y a plein de moyens différents. Qu'on soit sur juste un objet de décoration, je veux dire en soi, ça permet à la science d'être intégrée quelque part. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde arrive à reconnaître un brin d'ADN ou le tableau périodique des éléments parce que c'est des objets qui ont une forme particulière, avec des couleurs particulières, et donc on reconnaît. C'est déjà une étape dans la médiation scientifique. Alors, on a et plein de. d'ailleurs, peut-être une petite anecdote là-dessus. Vas-y. On a Non, un vas-y. chercheur, nous, en maths, qui prend des objets complètement random de la cuisine et il improvise pour parler des mathématiques qu'il y a par rapport à cet objet-là. Et donc, il fait vraiment, en fait, il fait vraiment des spectacles à fond interactifs. Il demande aux gens de choisir un objet qu'ils ont dans leur cuisine. Et lui, il raconte ben, quel maths se cache derrière pour essayer un peu de montrer ben, que finalement, ben, les choses qu'on pense un peu compliquées, un peu abstraites des mathématiques, finalement, se retrouvent un peu partout. Et voilà, il a fait des spectacles dans pas mal d'endroits sur Lyon. C'était super intéressant à J'entends voir. déjà les blagues de topologie arriver sur les tasses. Combien il y a de trous dans une paille? En fait, en topo, il n'y a qu'un trou dans une paille parce qu'on peut la réduire en donuts ou je sais pas quoi. Alors, on a plusieurs questions. On a plusieurs questions. La première d'entre elles vient de Woodegg. Ton approche s'est concentrée sur des espèces animales. Est-ce que ça serait possible sur des végétaux, des bactéries, etc. Ouais, donc pour les végétaux et les bactéries, c'est un grand champ d'application. Le problème, c'est que c'est tellement un peu différent que on s'est pas lancé par manque de temps, tout simplement. Déjà, le fait d'avoir quatre espèces différentes, bah, ça demande beaucoup de temps d'analyse et de compréhension. Mais les végétaux, en fait, ils sont super intéressants. Et notamment, je vous avais parlé des grains de maïs pour Hmm. lesquels on avait découvert ces éléments transposables. Et ben, en fait, ces grains de maïs, eux, c'est encore pire. Ils ont quasiment que des éléments transposables à l'intérieur. Et genre, c'est 3 à 4 fois plus que chez l'homme. Et donc, c'est une espèce qui est super étudiée pour ça également. Donc, ça peut être super intéressant d'étudier ce genre de choses. Et les bactéries, encore, c'est un sujet à part entière. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire toutes ces choses-là. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant d'étudier ce genre de choses. Au final, ça veut dire qu'il y a un sujet de thèse sur les végétaux, un sujet de thèse sur les bactéries. Ou alors c'est pour ton postdoc. Voilà, tu feras ton postdoc sur les végétaux. Ah, mais parce qu'au cours de la thèse, on est censé faire des réunions, entre guillemets, de validation pour pouvoir se réinscrire, des comités de suivi de thèse, ça s'appelle. Et il y avait une chercheuse qui me disait, tiens, Sacha, si jamais tu as envie de faire une deuxième thèse, est-ce que tu pourrais pas travailler là-dessus? Et effectivement, il y a toujours plein de manières de continuer à essayer de comprendre ce qui se passe pour d'autres espèces, pour plein d'autres conditions. Voilà, c'est un sujet, moi, qui me passionne beaucoup. Alors, j'embraye sur une question de Nico. Ne t'inquiète pas, c'est deux pour. Je vais prendre tes questions, mais c'est parce qu'en fait, la question là, c'est à peu près la même que Woodegg, végétaux, bactéries, sauf que là, ce serait sur une application sur les fossiles, sur de l'ADN fossile. Est-ce que tu penses qu'il y aurait aussi une application par rapport à des recherches sur du coup des formes de vie qui ont disparu? C'est vrai que ça pourrait être assez intéressant. Et même, en fait, c'est un sujet, moi, qui me passionnait pas mal avant de faire ma thèse. Malheureusement, bah, mon sujet de thèse, il doit quand même se concentrer sur quelque chose de précis. Et tout ce qu'on peut appeler aussi de ADN ancien, entre guillemets, Mhm. c'est le terme traduit de l'anglais.
C'est un sujet, moi, qui me passionne beaucoup et j'aimerais beaucoup travailler là-dessus aussi. Donc, ça serait potentiellement un postdoc, une idée de postdoc, moi, qui pourrait bien me tenter aussi, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe pour entre guillemets, des fossiles, essayer de comprendre quelle information génétique il y avait à l'intérieur. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de travailler là-dessus, Et mais voilà, pour un postdoc, du coup. on passe à de la bio-info paléontologie. Comme ça, on rajoute progressivement des préfixes. Ouais. Alors, la première des questions de C de pour, qui du coup a arrêté de penser à son pot de thèse. Maintenant, il nous demande comment tu te sers des graphes pour étudier l'ADN. Mais ça, merci pour cette question. Alors, les graphes, c'est quoi? Les graphes, c'est une abstraction de choses qu'on voit tous les jours. Par exemple, lorsque vous regardez une ligne de métro, plutôt un plan de métro, vous avez des stations qui sont représentées par des points, et lorsque un métro passe entre deux stations, vous avez un trait. Et bien, cette abstraction de faire des points et de les relier par des traits, c'est ce qu'on appelle des graphes. Et donc, ces graphes-là, on les voit tous les jours. On peut les voir avec des cartes, par exemple, ou dans la carte du monde, si deux pays sont frontaliers, on peut les relier d'un point. Et en fait, on peut faire cette chose-là, on peut faire cette abstraction-là sur des données d'ADN. Et comment est-ce qu'on fait pour faire ces choses-là sur de l'ADN? En fait, chaque point, ça va représenter une séquence qui est unique dans notre jeu de données. Et on va les relier si jamais on a deux séquences qui se chevauchent quasiment. Et donc, si elles se chevauchent, ça veut dire que celle de gauche, c'est le début d'une séquence qui est suivie de celle de droite. Et de cette manière-là, notre graphe, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça fait que si on suit chacun des points et qu'on suit les arêtes comme si on faisait une ligne de métro, et ben en fait, notre ligne de métro au complet que l'on voit dans notre graphe de séquence, ça va correspondre en fait au gène complet. Et voilà. Donc l'idée, c'est que vraiment, on n'étudie pas les séquences que l'on a. On a à chaque fois des tout petits bouts, parce que évidemment, ce serait trop facile si on pouvait séquencer les gènes en entier directement. À chaque fois, on séquence que des tout petits bouts. Et ces petits bouts, on les relie si jamais ils se suivent les uns les autres. Et le but, c'est que lorsqu'on fait les chemins, ben, quand je reprends mon exemple de ligne de métro, ben, le chemin complet, ça correspond à un gène complet. Et donc voilà, c'est un peu pour vous donner l'idée. C'est comme si on avait une grosse ligne de métro, sauf que là, c'est avec de l'ADN à la place des séquences génétiques. C'est un métro génétique. Et donc la Voilà. seconde question, ce que tu étudies, c'est encodé avec les lettres de l'ADN A, C, G, T ou différemment? Ben, moi, j'utilise avec l'encodage ACTG, parce que c'est l'encodage, on va dire, classique pour parler de l'ADN. Et donc, ACTG, c'est ce qu'on appelle en fait les nucléotides, pardon. C'est en fait les acides que constitue l'ADN, puisque l'ADN, c'est vraiment une vraie molécule. Et il y a quatre lettres possibles, il y a quatre acides différents, quatre nucléotides différents, pardon. C'est ACTG, et donc généralement, on les représente comme ça, parce que c'est la meilleure moyen de communiquer, d'avoir des choses un peu compréhensibles. Mais il y a plein D'accord, d'autres représentations possibles. ok. Eh bien écoute, jusqu'à présent, on n'a pas eu de questions supplémentaires qui sont arrivées le temps que tu reviennes. Mm. Euh, je patiente encore quelques instants pour voir si d'autres choses arrivent. Mais en soi, je pense qu'on va pouvoir aller manger. Parce que j'ai faim. Mais merci pour tout, en tout cas. Eh ben, mais merci à toi, c'était très intéressant et d'avoir accepté aussi de participer. Merci au chat d'avoir été participatif, même si il y en a au moins deux des participants qui pensent qu'à manger. Ah oui, non, mais ça, c'est classique. Oui, il y en a toujours un qui mange. Eh ben, écoute, on nous dit merci dans le chat, donc je dis merci au chat, je dis merci à Sacha d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas que cette interview se trouvera en replay sur Twitch, YouTube et Spotify pour pouvoir l'écouter dans la voiture quand on a un long trajet à faire. Que demain, on aura la dernière interview des doctorants Mission Z. Voilà, demain, on accueillera Raphaël Mm. qui nous parlera de robotique et d'autisme. Comme quoi, on fait des liens bio-info un peu partout. Et je fais l'annonce voilà, en exclusivité mondiale. Samedi Mm. 11 octobre à 19h, il y aura une interview groupée, rétrospective, avec quasiment tous les doctorants que j'ai pu interviewer l'année dernière. Donc voilà, samedi, on retrouvera Aurélie, c'est pas sûr. Peut-être Kavia, c'est pas sûr, mais on retrouvera donc Théo qui est dans le chat en ce moment même. On retrouvera Marion, Jean, Perrine et Alexis. Certains d'entre eux sont devenus des docteurs et doctoresses, et d'autres vont bientôt vivre l'expérience de la soutenance. Donc on aura des échanges sur cette cérémonie pour nos amis docteurs et doctorantes. Je vous souhaite à tous
de passer une très bonne soirée et je mets fin au live maintenant.